Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de 19h50 de ce mercredi 18 janvier 2023. À la une ce soir, les préparatifs des élections sénatoriales vont bon train sur l'ensemble du territoire national et l'ECAM est également embarqué dans le train. Le Conseil électoral a donné son plan d'action au cours de sa première session ce jour de plein droit à Yaoundé. Il faut désormais casser la tirelire pour apprendre la conduite au Cameroun. Les frais dans les auto-écoles ont augmenté de 100 000 francs. On est passé de 150 000 à 250 000 francs CFA. Une nouvelle bien accueillie par les promoteurs. Après 2 reports, la date des élections à l'ordre des médecins est toujours attendue. Une situation née des querelles entre plusieurs camps qui s'opposent, avec plusieurs candidats. Depuis quelques jours, la présidence de la République s'y est impliquée. C'est le sujet de la chronique de ce soir. Voilà pour les titres. Le Conseil électoral a tenu sa première session de plein droit ce jour à Yaoundé dans le cadre des préparatifs des sénatoriales. Les travaux présidés par Eno Abrams Egbe ont donné l'occasion de convenir du plan d'action adéquat pour la bonne tenue de ce scrutin. Delphine Fonkoutené et Raoul Ngoufo. Ce plan d'action devrait prendre en compte la nécessité de sensibiliser et éduquer les grands électeurs en vue d'une plus grande participation de tous les acteurs du processus électoral au sénatorial à venir. Des idées et stratégies proposées le temps de cette toute première session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM. Travaux précédés par la descente du président du Conseil électoral sur le terrain, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Eno Abrams Egbe se veut rassurant. On revient du Nord-Ouest, je peux rassurer à la population camerounaise que tout se passera dans de bonnes conditions. Les populations sont très engagées et les populations veulent vraiment la paix. Nous avons assisté aux réunions où il y a eu grande foule. La réunion de concertation dans les régions ont vraiment démontré que tout le monde est prêt. Je peux rassurer les populations et tous ceux qui concourent à ces élections que les différentes réunions ont été prises avec les services de sécurité pour s'assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. L'objectif visé étant des sénatoriales en toute transparence, inclusion, régularité et sincérité. Des élections qui prendront en compte, pour la toute première fois et conformément à la loi, l'implication des conseillers régionaux en tant qu'électeurs à part entière du collège électoral. Cette première session de plein droit du Conseil électoral se tient en conformité avec le Code électoral qui stipule en son article 19, alinéa 2, que dès convocation du corps électoral, le Conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours. Et vous l'avez vu, on est déjà en plein dans la préparation des sénatoriales dans les différentes antennes de l'ECAM. On est déjà à pied d'œuvre. Le personnel de la région du littoral s'active dans le toilettage du fichier électoral. Junior Ossin et Henri Tina. Plus que 10 jours pour que les candidats à la fonction de sénateur déclarent leur candidature. À Election Cameroun, antenne du littoral, aucun candidat ne s'est encore déclaré. Les listes des candidatures sont déposées au niveau des agences départementales ou alors à la direction générale. Donc pour le moment, dans nos 4 agences départementales, il n'y a encore aucun signe d'un parti politique de ce côté-là. Ici, pas de quoi s'inquiéter. Le dispositif utile pour le scrutin est disponible. Et sur le terrain, les agences d'Elecam, antenne du littoral, mouillent le maillot. Rassure Serge Bourdon, Ottawa, délégué régional. En ce moment, nos équipes s'attellent à organiser les agences départementales pour recevoir les premiers partis politiques qui viendront déposer leur candidature. Donc tout est fin prêt, d'ailleurs au niveau des agences. Les équipes sont là-bas et attendent juste que les partis politiques se présentent pour que nous puissions enregistrer leur candidature. Pour ce qui est des bureaux de vote, la délégation régionale de l'ECAM a déjà trouvé les locaux dans les différents départements. Au niveau du Vouri, à Douala ici, c'est le lycée Jos qui va abriter l'élection.
Au niveau du Mungo, c'est le lycée de Manunguma qui va abriter cette élection. Dans le Nkam, c'est le lycée technique. Et dans la Sanaga maritime, c'est le lycée bilingue de Déa. En ce moment, le travail le plus urgent, c'est le toilettage du fichier électoral. Ici, on se bouscule pour sortir des noms des personnes mortes ou des personnes ayant perdu leur qualité d'électeur. Rappelons que pour ces élections sénatoriales, n'y prennent part au vote que les conseillers municipaux. Autre titre, l'apprentissage de la conduite demande désormais beaucoup plus d'efforts sur le plan financier. Il faut débourser 250 000 francs CFA comme frais à l'auto-école, soit 100 000 francs de plus qu'auparavant. Une augmentation qui arrange les promoteurs, contrairement aux usagers. Reportage Titi Freeman et Marius Kosso. 250 000 francs CFA au minimum est désormais la somme à débourser pour la formation à la conduite automobile catégorie B au Cameroun. Une augmentation de 100 000 francs sur le précédent montant qui dérange les futurs apprenants. Ça ne nous motive pas de devenir aussi un jour un conducteur de moto ou de voiture. Ils doivent revoir le système, surtout sur les prix. Même étant donné que tu as peut-être la volonté ou l'envie d'apprendre ou d'aller dans une auto-école, mais étant donné le taux élevé de ces prix-là, je pense que ce n'est pas évident en tout cas, c'est pas normal. Je pense que c'est une augmentation drastique qui n'a même pas de sens franchement. C'est vraiment trop, surtout quand on sait qu'avec la vie qui est devenue tellement chère. La décision prise par les syndicats d'auto-école trouve sa raison dans la qualité et la durée de la formation en conformité à la réglementation. L'État, dans sa politique de lutte contre l'insécurité routière et les accidents de circulation, avait donc adopté un volume horaire de formation. Ouais, depuis 2015, ce volume horaire de formation n'était pas respecté par les auto-écoles. Donc, fin 2022, les auto-écoles ont donc organisé les assemblées régionales, voilà, Yaoundé, partout ailleurs, afin de respecter le volume horaire officiel. Ce volume horaire prévoit 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques. Et c'est tout à fait normal que les prix soient également conséquents. On a adopté ce nouveau volume horaire qui est de 40 heures et 20 heures de pratique, 40 heures théoriques et 20 heures pratiques. Et ça profite forcément aux apprenants, aux conduites, les gens qui s'inscrivent dans les auto-écoles, parce qu'ils seront bien formés. Cette hausse s'ajoute à la liste des nombreuses inflations que connaît le Cameroun depuis le début de la nouvelle année 2023. Prenons de la hauteur, allons dans le secteur aérien où l'Afrique centrale traverse une importante zone de turbulence. L'urgence aujourd'hui pour les experts est de redynamiser les activités. Douala abrite depuis ce matin la toute première édition de la conférence internationale du transport aérien de la sous-région. L'île Piédjou, Marius Kosso. L'Afrique centrale est la zone la moins servie dans le transport aérien de la sous-région. Quand on voyage dans la sous-région, on a beaucoup de mal à avoir des vols, on a beaucoup de mal à avoir des connexions, on a beaucoup de mal à payer nos billets d'avion parce qu'ils sont très très chers, parce qu'il y a une insuffisance de l'offre, tout simplement. Ces insuffisances interpellent les pays africains à la mutualisation des compagnies aériennes. Il faut que l'Afrique se mobilise. Si vous allez actuellement à Malabo, vous allez voir 2 ou 3 gros porteurs garés, tout simplement stationnés. Vous venez au Cameroun, vous allez voir qu'il y a des ressources, il y a des voyageurs, il y a même des compétences. Donc nous ne mutualisons pas nos efforts. C'est-à-dire que je pense que la Guinée équatoriale et le Cameroun peuvent travailler ensemble. Veut réitérer ce mercredi à Douala à l'occasion de la toute première édition de la conférence internationale du transport aérien en Afrique centrale, présidée par le ministre des Transports. Entrée imminente en vigueur du marché unique du transport aérien en Afrique. MUTA, dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, va marquer un tournant important et décisif de l'histoire de l'aviation civile en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. Certains pays qui sont conscients de la situation s'y préparent activement. Dans le cadre d'un programme pilote qui regroupe 17 pays, parmi lesquels le Cameroun, l'Afrique centrale doit être suffisamment proactive pour ne pas manquer cette opportunité.
Les experts du transport aérien venus des 4 coins du monde ont 2 jours pour améliorer la connectivité entre les capitales sous-régionales, loin des zones de turbulence. Un incendie s'est déclaré aux environs de 17h au marché Mbopi dans l'arrondissement de Douala 1er, mais la progression des flammes a été rapidement maîtrisée par les sapeurs-pompiers. Arrivés rapidement sur les lieux, l'on note néanmoins 4 boutiques réduites en cendres. Et si tout est revenu à la normale, les causes de cet incendie sont pour le moment inconnues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors, pour ce qui est des incendies, on en a enregistré plusieurs depuis le début de l'année 2023 et les flammes ont causé des dégâts dans les quartiers Nkomo, Niom et Nsam dans la ville de Yaoundé. Pour se mettre à l'abri de ce phénomène, un expert rencontré ce jour par Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo donne quelques éléments. Voici le reportage. C'est ce tas de gravats qui reste de l'investissement du propriétaire de ce débit de boisson au quartier Nsam. Lui et son voisin exerçant la même activité ont subi la fureur des flammes, partis d'une maison d'habitation mitoyenne le 16 janvier dernier. Le 11, ce bâtiment du quartier Niom recevait la visite chaotique du feu. Et le 3 janvier, Siri et Parc à Bois étaient léchés par les flammes au quartier Nkomo, avec presque toujours au finish des pertes matérielles et financières énormes. Je chiffre mes pertes à environ dans les 4,6 millions. Ça, c'est le minimum. Les causes de ces incendies se recrutent parmi les constructions en matériaux provisoires, des branchements électriques anarchiques ne respectant aucune norme, entre autres. Pourtant, avoir un matériel anti-incendie est un moyen de lutte efficace. Disposer dans son site des extincteurs, soit portatifs, ou encore mieux, les extincteurs à extinction automatique. Dès un début d'incendie, tout de suite, l'extincteur se met en activité en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'arsenal de lutte contre les incendies impressionne, de la centrale de détection à laquelle sont raccordés des détecteurs de feu ou de chaleur aux extincteurs en eau pour des feux, des matériaux solides comme du bois, en poudre pour des feux de gaz et au CO2 pour lutter contre les feux de cuisine. De l'avis de l'expert en sécurité incendie, il faut augmenter le niveau de prévention à partir des ménages. Actuellement, dans les pays développés, chaque ménage dispose d'un détecteur de fumée et d'un extincteur. C'est déjà une obligation. Alors, il faudrait que chez nous, qu'on en arrive là. En un mot comme en mille, l'expert est clair. La lutte contre les incendies tient en 3 syllabes. Prévention. Une pénalité de 50 000 francs désormais exigée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé pour des levées de corps, de reporter ou annuler. La décision a été prise lundi dernier par le directeur général de cet hôpital. Prétexte tout trouvé par la rédaction de questionner le sort réservé aux corps abandonnés. On voit cela avec Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. La morgue de l'hôpital central de Yaoundé déborde. Plus d'espace pour stocker des dépouilles. Dans les chambres froides, gisent des dizaines de corps abandonnés depuis au moins 6 mois. Actuellement, nous avons 54 corps abandonnés. Corps qui ont déjà fait plus d'1 an. Selon la loi préfectorale. Après 120 jours, un corps est considéré comme abandonné. Parmi ces dépouilles, celle d'une femme décédée depuis 2014. D'après le médecin légiste, le corps fait l'objet d'un litige familial. D'autres, déposés de 2016 à 2022, sont toujours en attente d'inhumation. Face à ces cas, il existe une procédure. Il y a une commission qui est responsable de l'inhumation et elle a à sa tête le préfet du Fundi. Le préfet du Fundi convoque la commission après la publication de la liste. La dernière liste que nous l'avons publiée, ça fait plus de 3 semaines, en espérant que les familles puissent venir identifier certains qui sont sur la liste. À ce jour, nous n'avons personne qui est passé. Donc la commission est censée se tenir la semaine prochaine. Après la commission, on pourra encore patienter 1 semaine, 2 semaines. Passé cette étape, les dépouilles seront rassemblées puis inhumées dans une fosse commune, conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet de la localité, le maire et puis le médecin de la localité, on se retrouve là-bas et puis on inhume les corps. Une décision à contre-cœur, mais qui a l'avantage de libérer plus d'espace à la morgue,
en même temps qu'elle permet à ces disparus depuis des lustres de reposer enfin dans la terre. Deux programmations et deux reports. Déjà, l'élection à l'ordre des médecins du Cameroun continue de nourrir l'actualité avec son lot de curiosités, dont ces querelles de camps qui s'opposent avec plusieurs candidats en lice. Le gouvernement entend mettre de l'ordre. Après l'intervention du ministre de la Santé publique, c'est au tour de la présidence de la République. Michael Chipio est avec nous ce soir. Bonsoir. Certains voient cette implication du gouvernement dans l'organisation de ces élections comme une volonté de contrôler l'institution. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Les médecins eux-mêmes, principaux acteurs de ce mélodrame qui se joue sous nos yeux depuis le 29 décembre dernier, sont divisés sur cette question. Au départ, beaucoup ont vu en la démarche du ministère de la Santé d'organiser les élections une volonté de soigner le désordre qui gangrène l'ordre des médecins au Cameroun. Une démarche qui repose sur un changement de cap après les assemblées générales électives avortées du 19 avril et du 13 mai 2022. La démarche, une fois encore, du ministère de la Santé s'appuyait sur le plan légal sur un décret qui dispose que lorsque, pour une cause, les organes de l'ordre sont défaillants ou se trouvent dans l'empêchement de siéger ou de fonctionner, le ministère de la Santé publique peut prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser cette défaillance, à rétablir le bon fonctionnement des organes en cause. À partir du moment où le bureau sortant est fort clos, on se souvient depuis le mois de mars 2022, et que les tentatives d'organisation des assemblées générales électives ont échoué, le ministère était donc dans son rôle de prendre ses responsabilités. Sauf que, Alain, certains médecins estiment que le ministre aurait dû faire constater cette défaillance par un tribunal administratif. Et c'est là que naît le soupçon d'une tentative d'intrusion de la tutelle dans l'ordre. Et vous avez d'un côté un camp qui salue la volonté du gouvernement de vouloir rétablir la paix entre les membres de l'ordre, et de l'autre côté, un qui ne croit pas en la bonne foi du ministère de la Santé l'accuse de vouloir à tout prix placer les siens à la tête de cette institution. Une opposition farouche qui amène les défenseurs de cette thèse à se poser la question de savoir si l'on pourrait voir le ministère de la Justice, par exemple, organiser les élections au barreau des avocats du Cameroun. L'entrée en jeu de la présidence de la République vient simplement confirmer que derrière cette élection des membres de cette corporation sensible se cache un enjeu politique, tout un enjeu politique d'ailleurs. Quel peut être l'impact d'un tel imbroglio sur la profession de médecin au Cameroun? Au moment où nous parlons, Alain, disons-le clairement, aucune promotion de nouveaux diplômés de médecine ne peut prêter serment. Aucune autorisation d'exercice en clientèle privée ne peut être délivrée en ce moment. Aucune plainte pour violation d'éthique ne peut être traité. Constatons donc ensemble que c'est un véritable tort qui est causé à cette profession. L'Ordre national des médecins du Cameroun étant le véritable interlocuteur du gouvernement sur des questions relevant de la profession de médecin au Cameroun, on se serait attendu, au-delà des batailles, à l'écouter davantage sur des questions sensibles comme le code de déontologie médicale, de l'éthique des droits, devoirs et obligations du médecin, la question de la couverture santé universelle, aussi annoncée depuis des lustres, mais qui coince jusqu'ici, la question des évacuations sanitaires, 60 ans quand même après les indépendances, des préoccupations également sur la formation médicale, de la formation médicale continue aussi, le rapport de l'ordre des médecins à la médecine traditionnelle, entre autres. Pendant que l'on se bat pour des élections, des centaines de médecins sortis des facultés continuent d'attendre leur recrutement comme fonctionnaires. Des médecins formés au Cameroun continuent de s'exiler vers des pays étrangers. Chaque année, un peu plus de 30% de jeunes médecins formés dans nos facultés s'envolent vers d'autres cieux. Après le professeur René Somba, le docteur Daniel Mouna, il faudra encore attendre pour connaître le nom du remplaçant du docteur Guy Sandjon à la tête de l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Merci Michael Tipko pour ces explications. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. Le Crasser fait encore des moments heureux. Elles ont eu le bonheur de donner la vie après de longues années d'attente. Et la doyenne de l'humanité est morte, sœur André, est morte à l'âge de 118 ans. Et les exposants sont déjà attendus sur le site de la Foire internationale des affaires et du commerce pour réserver leur place. Le Crasser a enregistré ses premiers nouveau-nés de l'année 2023 ce mercredi. 4 enfants, parmi lesquels des jumeaux. Et le bonheur total pour ces jeunes mamans, mais davantage pour l'une d'elles qui traînait un problème d'infertilité, mais résolu finalement. Les précisions avec Karel Mezatatuya et Serge Alanziro. Ce diagnostic médical confirme que l'infertilité n'est pas qu'une affaire de femmes. Contrairement à ce que pensent certains dans l'imagerie populaire, les difficultés de concevoir un enfant peuvent provenir de l'homme. Un problème détecté chez le conjoint de l'une des dames qui vient de donner naissance par césarienne au premier bébé de l'année 2023 du Crasser. Facteur prédominant dans la décision du corps médical de passer par la fécondation in vitro implémentée ici depuis des années pour procurer la joie de l'enfantement à ce couple. Cette pathologie tubaire distale, on aurait pu régler ça par endoscopie si le sperme du monsieur avait été bon. Malheureusement, chez elle, effectivement, le sperme était très mauvais puisqu'il y avait une azoospermie complète. Donc on ne pouvait pas faire autrement. Autre particularité signalée dans cette vague, des pathologies dont souffraient ces 3 désormais mamans. Pathologies sans pitié, aussi bien pour la plus âgée, soit 44 ans, que pour les plus jeunes, vieilles de 23 et 28 ans. La première que vous avez vue, qui est une grossesse gemellaire, avait une pathologie tubaire distale. Le deuxième cas, c'est une grossesse monofœtale. Situation maîtrisée par les mains expertes. Les mamans et les 4 bébés, dont des jumeaux, se portent bien. C'est le cadeau de bonne année à la première dame du Cameroun et son époux, qui ont doté le pays d'une structure hospitalière de ce calibre, a déclaré l'administrateur directeur général du Crasser, Jean-Marie Cassia. Le Fonds monétaire international propose des réformes pour une croissance inclusive au Cameroun. C'est ce qui ressort de l'audience de ce jour entre Louis-Paul Motazé et Sémile Sankak. Audience qui marque la fin de 2 semaines de mission au Cameroun. Il était question de la 3e revue du programme économique et financier du Cameroun avec le FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Je vous propose d'écouter la chef de la délégation du FMI, Sémile Sankak, au micro de Delphine Fonkotene. Nous avons eu des échanges très francs et productifs. L'économie, je peux vous dire que la croissance continue depuis le Covid-19. Donc, le progrès dans l'économie continue et l'augmentation de la croissance continue. Nous avons discuté les facteurs qui sont exogènes et aussi les facteurs qui sont endogènes, donc les réformes que le gouvernement peut mettre en œuvre, les réformes qui sont importantes pour le développement du pays. Dans le tableau de l'exécution du budget d'investissement public au Cameroun, le littoral présente pâle figure, 78% de taux d'exécution à date, une performance due au retard dans la contractualisation. Voyons cela avec David Sandio et Thierry Nala. La rencontre de Douala commence par le bilan de l'année 2022. 11,8 milliards de budget d'investissement alloués à la région, 560 projets retenus, mais la consommation reste approximative. Sur les 11,5 milliards mis à la disposition de la région du littoral en termes d'investissement public, toutes sources confondues, délégation de crédit, délégation ponctuelle, ressources transférées, nous avons eu à utiliser environ 9 milliards. Et nous vous avons présenté les unités physiques de ces projets exécutés et vérifiables sur le terrain. Des 4 départements de la région du littoral, le département du Mungo arrive en tête, alors que le Vouri se classe dans le wagon de queue. La forclusion est un handicap dans l'exécution. Chaque projet qui n'a pas été réalisé
constitue un handicap, c'est-à-dire et contribue à plus ou moins à la paupérisation de la population. Donc je ne peux pas dire que je suis satisfait si on n'atteint pas 100%. Pour 2023, la prescription est plutôt haussière. La nouvelle loi de finances nécessite d'être maîtrisée. Elle nécessite véritablement d'être maîtrisée parce qu'il est question de dépasser les taux d'investissement de l'année dernière. La deuxième session du comité de suivi régional de l'exécution du budget d'investissement public dans le littoral évalue et projette. En culture, le peuple sawa rend hommage à l'un des leurs, Madiba Songé, chef supérieur du canton Bakoko, décédé il y a 3 mois à l'hôpital à Cantigny. La conférence de presse tenue hier à Douala était l'occasion de préciser les contours des préparatifs de ses funérailles. Leslie Poumetia et Henri Tina. Le 17 octobre 2022, la communauté sawa a été frappée par la mort du chef supérieur du canton Bakoko, Madiba Songé. Commémoration d'une personne qui a vécu et qui a beaucoup fait pour la communauté sawa, autant chez ceux du Vouri et autant ceux du Lompo et tout le Cameroun entier. 3 mois plus tard, ces pères se réunissent pour donner une conférence à la faveur de l'organisation des funérailles du 16e chef de la dynastie des Katé. Le programme est déroulé ici, à la Maison de la Culture Sawa. Nous allons entamer dès la semaine prochaine la recherche traditionnelle du roi, qui les femmes et le protocole vont se retrouver dans les différentes chefferies. Après le tour dans les différents cantons de Douala, une conférence sera organisée à la mémoire de Madiba Songé le 25 janvier prochain à la place de la Besséké. Nous devons tout faire pour faire réussir son voyage, pour qu'il soit celui qui va intercéder pour nous, pour moi, pour vous, pour nos communautés. Le monarque des Bakoko régnait sur 7 villages à savoir Bouane, Japoma, Banga, Ngodi, Yassa, Yansoki, Yatika et par ailleurs était sénateur du littoral. À l'étranger, la doyenne de l'humanité est morte. Sœur André a été emportée dans son sommeil à Toulon, en France, à l'âge de 118 ans. En RDC, les rebelles ont conquis plusieurs territoires. Les civils sont obligés de se réfugier dans les parcs et exploitent le charbon pour survivre. L'île Piédiou, Calvin-Teka, Mescalmande. La police de Ngoma réprime violemment une manifestation contre la présence de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Des journalistes qui couvraient la manifestation ont aussi été pris pour cible, selon une équipe de l'agence France Presse, présente sur place. Le parc national de Virunga, situé à l'est de la République démocratique du Congo, se trouve piégé au milieu de l'insurrection des rebelles du M23, accusés d'être soutenus par le Rwanda. Il y a un besoin auprès des déplacés, un besoin en bois de chauffe, mais aussi de l'autre côté, on a l'obligation de protéger le parc. Les rebelles ont conquis ces derniers mois des vastes pans de territoire, poussant les civils à fuir vers un village à 8 km au nord de Ngoma, à la frontière avec le Rwanda. Ces déplacés et autres membres des groupes armés locaux envahissent le parc et y exploitent du charbon sous le regard impuissant des autorités. La journée de jeudi s'annonce bouillante en France. Une journée de mobilisation sur le projet de réforme des retraites. Certains franciliens donnent leur avis sur cette journée de grève. Je reste à la maison et puis attendre que ça passe. Les gens se mettent en grève pour revendiquer certaines conditions, mais je l'approuve. La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge à 64 ans s'annonce très suivie ce jeudi, notamment dans l'éducation et les transports, malgré les efforts du gouvernement pour défendre son projet. Le ministre ukrainien de l'Intérieur
publie des images du ministre de l'Intérieur remettant des récompenses d'État à 130 militaires ukrainiens un jour avant sa mort. Le ministre est décédé dans un crash d'hélicoptère qui a fait au moins 18 morts, dont 3 enfants, alors qu'il se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie. La Française sœur André, la doyenne de l'humanité, connue depuis avril 2022, est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi dans sa maison de retraite de Toulon, à l'âge de 118 ans. Aveugle, son seul regret, avoir perdu ses capacités physiques. Le Parcours Vita va accueillir la 2e édition de la Foire internationale des affaires et du commerce, FIAC, du 5 au 16 avril prochain à Douala. Le niveau d'avancement des travaux permet déjà aux exposants de choisir leur place. C'est le plus du 19h50. La 2e édition de la FIAC se prépare rigoureusement. Le comité d'organisation de la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala est à pied d'œuvre. Les réunions se multiplient. Ces réunions se tiennent chaque vendredi à partir de 11h sur le site du Parcours Vita. Elles sont présidées par un représentant de la communauté urbaine de Douala qui est partenaire de référence de l'événement. Et ils prennent part, les équipes de la Fondation internationale Interprogress, organisateurs mandatés de cet événement. Et ils prennent également part le Parcours Vita et d'autres spécialistes de l'événementiel. C'est donc une équipe d'hommes et de femmes expérimentés qui se charge de l'événement. Le volet administratif, aménagement du site et bien sûr le volet sécuritaire ont meublé les échanges le 13 janvier dernier. La sécurité sera de mise à cet événement. Il y aura des barrières qu'on mettra. Nous allons travailler avec l'armée, nous allons travailler avec la police, nous allons travailler avec la gendarmerie, nous allons travailler avec la police municipale de la ville de Douala. Donc, sous tout ça, coordonné par les autorités en place. Des descentes sur le terrain pour toucher du doigt l'avancement des travaux et mener des réflexions sur l'occupation du site. Tout doit être fait dans les règles de l'art. Les gens seront un peu... C'est bon pour les manèges. Manèges et pour les restaurations. Animation, manège, restauration. Tout ce qui est gain, peut attirer les gens. Une permanence est d'ores et déjà ouverte les vendredis à partir de 15h et les samedis en matinée pour recevoir les exposants désireux de prendre part à la FIAC 2023. On a une carte du site qui permet, après avoir vérifié sur le papier, d'aller sur le terrain désormais, identifier l'espace. Donc nous appelons les exposants à venir à cette permanence sur le site, prendre des informations nécessaires, au besoin identifier leur espace, pour que le jour dit, ils ne soient pas en retard. La Foire internationale des affaires du commerce de Douala est une opportunité d'affaires tant pour les consommateurs que pour les grossistes et détaillants. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas les autres rendez-vous avec l'information sur Canal 2 International. Le 13h bilingue, co-présenté par Bonique Naousifosso et Henri Tinda et Henri Kédian. Le 15h30, Écho des régions. Le 18h15, Divine Tariké sera avec vous. Et moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.